Ce soir, dans 15, on reçoit Anna Assouline. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez 33 ans, vous faites des documentaires pour la télé, vous êtes aussi militante dans le conflit israélo-palestinien. Vous avez notamment créé votre association Les Guerrières de la Paix pour faire entendre la voix des Palestiniennes et des Israéliennes. Vous avez fait le choix de ne choisir aucun camp. Votre combat, vous, c'est la paix ? Tout à fait. Justement, pour être précise, on n'a pas fait le choix de choisir aucun camp. On a fait le choix de choisir un camp, qui est celui de la paix et de la justice, et qui est bien un camp. Aujourd'hui, ce qu'on essaye justement de porter avec les guerrières de la paix, c'est que cette idée et cette volonté d'assigner les gens à d'un côté le camp des pro-palestiniens ou de l'autre le camp des pro-israéliens est une idée fausse, que finalement aujourd'hui, s'il existe deux camps, c'est bien celui de ceux qui essayent de trouver des solutions et de sortir de cette situation et qui se battent au quotidien pour la paix et pour la justice, et de ceux qui continuent de prôner la haine et la destruction. Vous êtes de confession juive, de parents algériens et marocains. Est-ce que ce mélange de cultures, ça vous aide dans ce combat pour la paix ? Oui, alors je suis juive séfarade, donc c'est à la fois un mélange de cultures et en même temps une même culture, c'est-à-dire que j'ai donc mon père qui est juif marocain, ma mère juive algérienne, les deux sont nés au Maroc et en Algérie, et évidemment je crois que cette identité judéo-arabe, judéo-berbère qui me nourrit et qui fait partie de moi, forcément aussi fait partie de mon engagement et de mon rapport au monde. Et la veille des attaques du 7 octobre par le Hamas, vous étiez justement en Israël pour manifester pour la paix ? Oui, on était en Israël et en Cisjordanie. On avait justement, avec les Guerrières de la Paix, donc avec ce mouvement de femmes qui rassemble à la fois des femmes qui vivent en France de toutes confessions, de toutes origines, mais particulièrement des femmes musulmanes et juives, mais qui est aussi un réseau international de militantes. Donc il y a dans notre réseau de militantes des femmes qui viennent du Maroc, du Sénégal, d'Iran, d'Ukraine, etc. On avait donc prévu, dans le cadre de toutes les actions qu'on mène, de nous rendre en Israël et en Cisjordanie pendant une semaine pour aller non seulement se confronter à la réalité du terrain, aller rencontrer aussi des militantes et des militants qui luttent des deux côtés pour la paix et pour la justice. Et il y avait le 4 octobre, donc seulement 3 jours avant les attaques du Hamas, une grande marche qui a été co-organisée par deux mouvements, un mouvement de femmes palestiniennes, Women of the Sun, et un mouvement de femmes israéliennes, Women Wage Peace. Cette marche s'appelait l'Appel des mères. C'était justement un moment d'union, de sororité extraordinaire, et on était donc présentes pour marcher à leur côté, pour les soutenir, pour affirmer aussi la solidarité internationale des femmes avec ces femmes qui, au cœur de ce conflit, continuent de se battre. Là, en début de semaine, l'armée israélienne a annoncé que les combats allaient se prolonger, qu'ils allaient certainement durer toute l'année 2024 à Gaza. Est-ce que c'est pas un peu démoralisant d'entendre ça, alors qu'on est seulement le 5 janvier ? Est-ce que c'est pas un peu démoralisant quand on se bat pour la paix ? Évidemment que la situation que nous vivons depuis presque plus de 3 mois maintenant est démoralisante et nous inquiète, nous rend triste, nous indigne. En revanche, c'est vrai que déjà avec les guerrières de la paix, on dit toujours cette phrase, c'est qu'on n'a pas le droit au désespoir. On n'a pas le droit d'abord parce que la situation que nous vivons met en lumière aussi, encore plus que jamais, l'urgence de continuer de se battre pour trouver des solutions et pour sortir de cette situation, mais aussi parce que c'est une promesse que nous avons faite aux militants qui sont là-bas et qui vivent actuellement le conflit dans leur chair, qui vivent des deuils, qui sont dans une situation catastrophique, et que en leur nom et par rapport à ce sentiment de responsabilité qu'on a aussi vis-à-vis d'eux, de porter leur voix et de continuer de rester mobilisés, on ne peut pas baisser les bras. Parfois, on vous reproche un peu justement de ne choisir aucun camp. Vous ne parlez pas, on vous reproche de ne pas parler des injustices que peuvent subir les Palestiniens, de la colonisation forcée des Palestiniens par Israël. Qu'est-ce que vous répondez à ces critiques ? Ces critiques sont fausses. C'est bien que vous me donniez l'occasion d'y répondre, parce que il suffit de regarder toutes les tribunes que nous avons rédigées, tous les appels que nous avons postés, et depuis le 7 octobre et même avant, puisqu'encore une fois, avec les Guerrières de la Paix, nous n'avons pas attendu le 7 octobre pour nous exprimer et nous engager sur ces sujets et pour relayer les voix des militantes qui sont sur le terrain. Nous avons toujours nommé les injustices. On a, lors de tous nos rassemblements, encore une fois, il suffit d'aller sur nos réseaux, de regarder un petit peu sur notre site internet, toutes les choses, tous les documents que nous avons produits, toutes nos prises de parole. Donc je crois que parfois, il y a
plusieurs idées qui sont fausses, si vous voulez, dans ce que vous venez de dire. C'est déjà l'idée que la paix serait une forme de neutralité, de ne pas se positionner et donc de ne pas dénoncer les oppressions subies est une idée fausse, puisqu'encore une fois, nous, ce qu'on revendique, c'est que la paix, ça passe par la justice et ça passe par des solutions politiques concrètes. Et d'ailleurs, ces solutions, on en parle, on en a parlé plusieurs fois. Et donc, il y a, quant à la question de la dénonciation de la politique du gouvernement israélien, la dénonciation des injustices subies par les Palestiniens, de la colonisation de la Cisjordanie, de l'occupation, etc., c'est des choses que nous avons toujours dénoncées, que nos militantes d'ailleurs qui sont sur le terrain dénoncent. En revanche, effectivement, il y a une forme aujourd'hui, dans un moment de grande émotion, de grande tension, d'injonction à choisir certains mots, à devoir reprendre... Enfin, ça, effectivement, c'est quelque chose qu'on refuse avec les guerres de la paix parce qu'on essaye précisément dans ce contexte-là, dans ce contexte de grande division et d'incapacité de se parler, de trouver des mots qui nous rassemblent, trouver des mots qui nous permettent de nommer les choses le plus justement possible, de ne pas, encore une fois, tomber dans des pièges d'essentialisation de l'autre ou alors de simplification de certaines réalités qui méritent d'être contextualisées et nuancées. Et donc, effectivement, on continue de porter cette voix tout en dénonçant avec une grande fermeté toutes les injustices qui existent. Est-ce que c'est fatigant en tant que militante de toujours devoir se justifier par rapport à ces combats, là en l'occurrence la paix ? Bah écoutez, moi je pense que ça fait partie de toute façon du combat, donc il y a évidemment des gens qui vont nous critiquer, il y a aussi énormément de soutien, beaucoup plus. Depuis 3 mois, je crois que le fait d'avoir pu, avec toutes ces femmes, faire émerger cette autre voix a permis à beaucoup de gens aussi de s'identifier à un autre discours et de pouvoir respirer dans un climat où ils se sentaient tous étouffés, être obligés de devoir prendre des positions, d'être dans des camps les uns contre les autres. D'un coup, la possibilité d'un dialogue différent, d'une autre voix, je crois, fait beaucoup de bien. Donc effectivement, il y a des gens qui nous critiquent et d'ailleurs, ils ont le droit. Ça fait partie aussi du débat d'idées. Quand les critiques sont constructives et qu'elles sont de l'ordre, encore une fois, de la contradiction nécessaire, etc., il y a évidemment pas de problème. En revanche, quand elles sont de l'ordre de la diffamation ou alors du mensonge, tout simplement, puisqu'il y a des choses qui ont été dites parfois qui sont juste pas vraies factuellement, effectivement, on peut se demander aussi, dans le contexte actuel, pourquoi certaines personnes peuvent mettre de l'énergie et beaucoup de force dans le fait d'essayer de démanteler des initiatives qui essayent de rassembler. Il me semble qu'il y a suffisamment de gens qui aujourd'hui prônent des choses très problématiques, de fascistes, etc., pour ne pas faire de sa première cible des militants pour la paix et la justice. Vous faites aussi des documentaires. En 2018, vous sortez un documentaire qui s'appelle « Les guerrières de la paix », dans lequel vous suivez des femmes israéliennes et palestiniennes qui se battent pour obtenir un accord de paix après la guerre de Gaza en 2014. Vous pensez que la paix, elle se fera par les femmes et grâce aux femmes ? Oui, moi je pense que la paix, elle se fera avec les femmes, ça c'est sûr. C'est ce qu'on revendique beaucoup aussi avec notre mouvement et c'est aussi ce que le terrain nous a montré, nous a appris. Il y a effectivement dans ce rapport très pragmatique au militantisme que les femmes peuvent avoir, quelque chose qui permet une manière d'aborder tous ces débats extrêmement tendus, qui ouvre un champ des possibles et une possibilité de se comprendre, de s'unir, etc., qu'on n'a pas vu ailleurs. Par ailleurs, il se trouve que il y a des choses très concrètes, notamment, je pense à la résolution 1325 de l'ONU, sur laquelle on s'appuie beaucoup, qui prouve que lorsque les femmes sont autour des tables de négociation politique, non seulement on réussit à trouver des accords de paix beaucoup plus rapidement, c'est-à-dire qu'on arrive à se mettre d'accord plus vite quand les femmes sont présentes, mais en plus, les solutions qui sont apportées et qui sont mises sur la table sont beaucoup plus pérennes, sont beaucoup plus stables dans le temps. Donc pour toutes ces raisons, on continue de croire qu'il est temps aujourd'hui que les femmes aient toute leur place dans les processus de négociation, qu'on écoute leur voix, qu'on a longtemps considéré comme des voix parfois, quand il s'agit de guerre et de conflits armés, un peu périphériques finalement. On a souvent eu cette idée que les femmes étaient plus ou moins épargnées par les guerres, que c'était les hommes qui allaient se battre, etc. Or, on sait aujourd'hui que les femmes sont au cœur des conflits,
qu'elles en sont victimes, que très souvent d'ailleurs elles sont, comme on a pu le voir le 7 octobre ou comme on a pu le voir en Ukraine ou dans d'autres régions du monde, que les femmes peuvent être utilisées aussi comme un butin de guerre, comme une manière de pouvoir humilier son ennemi. Donc pour toutes ces raisons, on pense qu'aujourd'hui elles doivent prendre toute la place qu'elles méritent dans les discussions politiques. Okay. Vous avez aussi réalisé un autre documentaire qui s'appelle À notre tour, c'était il y a 4 ans. Et dans ce documentaire, des jeunes juifs et arabes se rencontrent et discutent. On va écouter un petit extrait. Pourquoi des juifs et des arabes ? Parce qu'ils se sont souvent retrouvés au cœur des conflits qui ont agité notre pays. Parce que l'actualité les renvoie toujours dos à dos. Et parce que si eux, ils y arrivent, ils pensent qu'on pourra tous y arriver. Donc ces jeunes, ils vont aussi à la rencontre d'autres jeunes dans toute la France. Ça sert à quoi d'organiser ces moments de discussion, ces moments de débat ? Alors là, en l'occurrence, moi, je les ai pas organisés, ces moments de discussion. Je les ai suivis et je les ai racontés dans ce documentaire. C'est des jeunes militants qui faisaient partie du projet Salam Shalom Salut qui ont initié ce projet de rencontre et de déconstruction des préjugés, de dialogue, etc. Et moi, je crois, et non seulement je le crois, mais on le voit de manière très concrète, que peut-être le seul horizon, encore une fois, à une époque où les gens ne se connaissent plus, où les gens sont les uns pour les autres, parfois même des fantasmes désincarnés à travers des écrans, à travers des réseaux, ou parfois même son voisin, on ne sait pas vraiment qui il est, ni ce qu'il pense. La rencontre, le dialogue, la possibilité de se regarder quand on se parle, de se mettre à la place de l'autre, d'essayer de comprendre son histoire, ses souffrances. C'est quelque chose qui peut ébranler, encore une fois, toutes les certitudes, tous les préjugés, parfois bien plus que tous les grands discours politiques ou les cours d'histoire. Je crois que vraiment la rencontre, c'est quelque chose qui nous manque beaucoup aujourd'hui dans notre société et c'est ce qu'il faut qu'on continue de porter collectivement et c'est d'ailleurs aussi un des axes sur lesquels on s'engage avec les guerrières de la paix, cette idée qu'il faut qu'on sorte chacun de nos bulles, de nos solitudes et qu'on se rencontre réellement, qu'on s'écoute réellement, qu'on essaye réellement de se comprendre les uns les autres parce que c'est le seul horizon, encore une fois, pour pouvoir lutter tous ensemble. Oui, ce documentaire, il a montré qu'en se rencontrant, en se parlant, en se mettant à la place de l'autre, on pouvait arriver à des jolies choses et en fait se rendre compte que on est différent, mais on n'est pas si différent que ça. Exactement. Ce documentaire, il a aussi été diffusé dans des quartiers, dans des prisons. C'est important pour vous de montrer ce type de documentaire au maximum de monde possible ? Oui, tout à fait. En fait, après la diffusion de ce documentaire, l'idée, c'était pas qu'il y ait qu'une diffusion et que ça s'arrête là. C'était aussi de poursuivre le projet initié par ces jeunes et de l'étendre à travers ce film qui nous servait d'outil aussi pour ouvrir d'autres espaces de dialogue, d'autres moments de débat. Et donc, on a eu cette volonté de faire ce qu'on appelle une campagne d'impact, c'est-à-dire qu'on s'est rendu dans des établissements scolaires, dans des centres de quartier, dans des centres culturels. Il y a eu aussi cette projection à laquelle vous avez fait référence en prison. Et donc, l'idée, c'était vraiment de pouvoir, à travers ce film, ouvrir un moment de dialogue autour de toutes ces questions. Et bien sûr que c'est important, bien sûr que ça compte. Je pense qu'il faut qu'on continue absolument, encore une fois, comme je vous le disais tout à l'heure, de prôner la discussion et l'échange dans un moment où, effectivement, on est souvent renfermés, les uns, chacun un petit peu avec sa communauté, avec son groupe. Enfin, voilà. Et donc, il faut qu'on brise absolument ces enfermements et qu'on se rencontre et qu'on se parle. Et puis faire ça dès le plus jeune âge en montrant par exemple ce documentaire dans les établissements scolaires, ça permet de prendre le problème à la source et d'éviter que ça continue à se propager quand on grandit, etc. C'est important dans l'éducation pour justement lutter contre les conflits, la guerre, etc. Bien sûr, oui, bien sûr. Je pense que ça passe évidemment par l'éducation, par la transmission, qu'on a besoin de. Enfin voilà, même. Alors donc on l'a pas diffusé à des jeunes de primaire. Hein. C'est vrai que toutes ces questions, c'est quand même plutôt à l'adolescence qu'on commence à en parler. Mais en tout cas, évidemment qu'il faut le faire. Et puis nous, c'est vrai que c'est une approche qui est complémentaire au travail que peuvent faire des enseignants, des profs d'histoire. Enfin, l'idée, c'était aussi de mettre en avant une parole de jeune à laquelle on peut s'identifier, qui parle cash, qui parle sans filtre, qui dit les choses avec son cœur. Et c'est vrai que là, ce que ça ouvre pour les jeunes qui voient le film comme possibilité de s'identifier aux jeunes qui sont en train de voir et aussi comme sentiment de légitimité de prendre la parole à leur tour. D'ailleurs, le film s'appelle À notre tour. C'est extrêmement efficace et c'est pour ça qu'on a continué de mener ce projet et qu'on continue d'ailleurs de le mener encore actuellement.
Depuis l'attaque du 7 octobre, on observe une montée de l'antisémitisme en France. Est-ce que ça vous inquiète ? Oui, bien sûr, ça m'inquiète. Il y a eu, juste après le 7 octobre, d'ailleurs, c'est quelque chose qui est assez intéressant, intéressant et à la fois terrible à analyser. C'est que même presque avant que les bombardements s'intensifient à Gaza et qu'on soit dans cette situation catastrophique qui est celle qui est en train de se passer aujourd'hui sous nos yeux à Gaza, il y avait déjà tout de suite après le 7 octobre une explosion d'actes et de paroles antisémites, comme si ça avait libéré quelque chose, alors même que le 7 octobre, on venait d'assister à un massacre d'Israéliens, de Juifs. Et donc j'écoutais d'ailleurs une interview intéressante d'un réalisateur qui s'appelle Jonathan Ayoun, qui expliquait qu'il y avait eu exactement la même chose au moment des attentats de Toulouse, quand Mohamed Merah avait assassiné des enfants dans une école juive. Il y avait eu juste après aussi une explosion de paroles antisémites et d'actes antisémites. Et donc évidemment que ça m'inquiète. Et en même temps, je crois qu'il faut effectivement qu'on continue de se battre collectivement, et ce n'est pas aux Juifs de se battre seuls face à ça. C'est important pour nous aussi, ça fait partie de cette idée de convergence des luttes et de refuser cette solitude en partage que peuvent ressentir les communautés dans notre pays, et d'en faire justement un engagement collectif. C'est vraiment, je pense, le seul axe pour ne pas se terrer les uns les autres dans l'angoisse et dans la peur, et pour se mettre en mouvement pour essayer de faire changer les choses. Et pour vous, est-ce que l'extrême droite peut participer à cette convergence des luttes ? Certainement pas. Certainement pas. Non, je pense que c'est la tentative de récupération de la lutte contre l'antisémitisme par l'extrême droite est une aberration, est une honte que j'ai toujours d'ailleurs condamnée fermement. Je pense que évidemment, on sait que non seulement l'extrême droite est antisémite et qu'elle a dans son ADN un antisémitisme bien ancien, voilà, mais qu'en plus de ça, elle est raciste. Et moi, j'ai vu qu'il y avait eu beaucoup de débats sur est-ce qu'ils sont toujours antisémites, est-ce qu'ils sont plus antisémites, etc. Donc non seulement je pense que ces débats sont totalement absurdes et que oui, ils le sont toujours, mais qu'en plus de ça, ils sont racistes. Et ça ne semble pas, encore une fois, créer de débat ou de questionnement. Et donc, les racistes ne pourront jamais être des alliés de la lutte contre l'antisémitisme. Et puis d'ailleurs, je le dis aussi, comme les antisémites ne pourront jamais être de vrais alliés de la lutte antiraciste. Et donc je crois que cette tentative de récupération, c'est aussi le fruit d'un abandon, parfois, de certains militants qui ont laissé la lutte contre l'antisémitisme à la droite et à l'extrême droite. Et donc je pense qu'il est temps, encore une fois, de virer de nos luttes les fascistes de tous bords et d'exprimer encore une fois une réelle solidarité qui est le seul rempart face à tout ça. Donc Marine Le Pen à la marche de lutte contre l'antisémitisme, c'est non, pas de rassemblement national là-bas. Non, pas de rassemblement national là-bas. Et d'ailleurs, non seulement on l'a dit haut et fort, mais il y a aussi eu des groupes qui se sont organisés pour l'affirmer. Je pense à un collectif qui s'est formé justement à ce moment-là, qui est le collectif Golem, qui est un collectif de juifs de gauche qui a fait pour le coup ce jour-là acte de résistance face à la présence de l'extrême droite, en essayant même de les exclure physiquement de la marche. Donc évidemment, ils n'ont pas leur place, ils ne l'auront jamais, et on va tout faire pour qu'ils ne soient plus jamais là. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2024, à vous, Anna, femme engagée pour la paix ? Est-ce qu'on peut être optimiste ? Alors, à moi individuellement, on pourrait me souhaiter plein de choses, mais je crois que c'est pas le sujet. Ce qu'on pourrait souhaiter, ce qu'on pourrait se souhaiter à nous tous et au monde, c'est évidemment la paix et la justice, que cette guerre cesse, que ce drame, encore une fois, qui se déroule sous nos yeux s'arrête, qu'on arrête cette destruction, cette dévastation qui nous rend tous fous. Et ce qu'on peut espérer à l'échelle de notre société en France, parce que c'est aussi là-dessus qu'on s'engage et qu'on a un levier d'action, c'est effectivement cet horizon de réconciliation nationale, de convergence des luttes, de refuser ce qu'on essaye de nous
nous assigner à faire depuis des années, à savoir de se retrouver montés les uns contre les autres dans une espèce de concurrence, des souffrances, des histoires, des mémoires, et de comprendre encore une fois, notamment dans un pays où il y a une réelle menace de l'extrême droite qui est aux portes du pouvoir, où on a eu la loi la plus raciste de la Ve République qui a été votée il y a quelques semaines. Enfin, je veux dire, il est urgent qu'on soit capable de se réunir, de se rassembler, d'être dans une réelle solidarité de toutes et tous, et on deviendra beaucoup plus puissant si on comprend qu'il n'y a pas d'autre voie que l'union. Merci beaucoup Anna Assouline d'être passée dans 15. Merci à vous.